Douce France vous emmène aujourd'hui en Normandie, ce charmant balcon sur la Manche, tout en terroirs gourmands et fleuris. À Giverny, depuis 30 ans, Gilbert entretient les jardins et la mémoire de Monet. Au Bec et Loing, dans l'Eure, Charles et Perrine inventent le bio de demain. En Pays de Caux, c'est l'heure de la récolte du lin pour Guillaume. Dans le Calvados, l'eau-de-vie, c'est l'affaire d'un autre Guillaume. Serge, lui, met toute sa passion à produire le meilleur des livaros fermiers, enveloppé de lèche, s'il vous plaît. Au Haras national du Pin, dans l'Orne, Franck veille au prestige de ce Versailles du cheval. Dans le Perche, Philippe taille la pierre d'aujourd'hui à l'ancienne. Au viaduc de la Souleuvre, le grand saut, c'est avec Christian, spécialiste du bungee. Embarquement immédiat dans le Cotentin avec Stéphane, le pêcheur de moules. Enfin, près de la Hague, Guillaume nous fera découvrir son jardin botanique. Première étape de notre parcours, Giverny, aux portes du Vexin normand, à un jet d'encre de la Seine. À Giverny, entre 1883 et 1926, le peintre Claude Monet inventa des jardins à la mesure de son génie. Des lieux dédiés au jeu de la lumière et des couleurs, le berceau des célèbres nymphéas. En 1976, 50 ans seulement après sa mort, c'est à Gilbert qu'a été confiée la tâche de faire revivre ces jardins testaments, peu à peu laissés à l'abandon. 3 ans de travaux titanesques, au cours desquels la maison a également été restaurée. Un soin tout particulier fut apporté à la reconstitution de l'atelier du maître de l'impressionnisme. Monet a vécu 43 ans ici, il est parti de rien. Durant cet aménagement, il a changé les positions de massif, il a fait de très gros travaux. Donc on a simplement récupéré l'atmosphère et l'esprit qu'il a voulu marquer sur ce lieu. Du temps de Monet, 7 jardiniers travaillaient à plein temps pour conserver le jardin tel que le souhaitait le peintre. C'est un équilibre entre jardin et nature, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de personnel pour pouvoir maintenir cet équilibre esthétique. Là, on laisse la nature, c'est-à-dire on laisse des spontanés s'intégrer dans le jardin. Et c'est ce que Monet voulait. Donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'entretien. Quand je suis arrivé ici, j'aimais la peinture, bien sûr, mais je confondais Manet et Monet à cause du déjeuner sur l'herbe. Pour moi, il y avait confusion. C'était la même époque, ils étaient amis. Ils s'aimaient des fois plus ou moins, mais enfin, je confondais les deux. Et les jardiniers qui travaillent, par exemple celui du jardin d'eau, souvent, on dirait vulgairement, il pète les plombs. C'est-à-dire qu'il a du mal à gérer tous ces gens. Ça perturbe le travail. Dans le fleurissement, ça intervient aussi un peu, parce que je suis persuadé que du temps de Monet, il y a des périodes qui étaient beaucoup moins fleuries. Mais nous, les visiteurs, ils paient leur droit d'entrée et on veut leur montrer ce que Monet avait. Quand je suis arrivé ici, le meilleur moment, je pensais que c'était l'automne. Mais on change, j'ai vieilli et en fin de compte, je me suis posé la question, mais pourquoi j'avais changé? Comme on a des périodes de couleurs qui changent. Et je me suis rendu compte que c'est le genre humain, en fin de compte, qui n'aime jamais ce qu'il a. Et en fin de compte, le printemps, j'adore maintenant parce que pour moi, c'est du passé. Et avant, j'adorais l'automne parce que j'étais pas encore arrivé.
En aval de Giverny, les Andelys se partagent l'un des plus beaux sites de la vallée de Seine. Un site au charme rehaussé par la présence des belles ruines de Château-Gaillard, ancienne forteresse de Richard Cœur de Lion. Dans la jolie boucle de Pose, à côté de l'étang des Deux Amants, le barrage d'Amfreville est le dernier ensemble d'écluses sur le cours descendant de la Seine. Ici commence officiellement l'estuaire du fleuve, soumis en aval au va-et-vient de la marée. Au creux d'une petite vallée humide, la splendeur du Bec-et-Loing témoigne encore de son rayonnement au Moyen-Âge. Si la tour Saint-Nicolas est l'un des rares vestiges du XVe siècle, l'abbaye conserve l'un des premiers cloîtres classiques construits en France. Au Bec-et-Loing se trouve aussi la seule ferme en permaculture de France. Charles et son épouse Perrine se sont lancés il y a à peine 3 ans dans cette forme spécifique de maraîchage. C'est pas nous qui faisons pousser les plantes, la graine est programmée pour germer. Nous, on essaie juste d'accompagner ce processus du vivant d'une manière douce et respectueuse. Exemple pour commencer avec la traction animale, qui remplace l'énergie fossile des tracteurs et autres motoculteurs. Ça va, Léna? C'est des charges intelligemment que ça ne chavire pas. Je les mets. La ferme produit essentiellement des légumes, vendus par paniers aux particuliers. Les filles, vous allez essayer de marcher un peu derrière le traîneau, comme ça, c'est les trucs qui tombent. Vous mettez une main sur les paniers, ok? Voilà. Avant de se passionner pour les techniques de la permaculture, Charles et Perrine ont vécu des vies très différentes. Des expéditions autour du monde pour lui, une carrière de juriste international pour elle. C'est pas une activité fixe ou simple, le maraîchage biologique ou l'entretien de cette ferme. On est toujours en train de chercher, de se questionner. Donc je crois qu'on est assez comblé dans toutes nos dimensions, qu'elles soient intellectuelles, physique parce que c'est un travail difficile, mais il y a un vrai aspect recherche, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'intérêt autour de cette ferme. Donc je crois que tous nos besoins sont satisfaits. L'idée forte, c'est de créer des installations humaines qui fonctionnent comme des écosystèmes. Donc on cherche à s'inspirer du fonctionnement de la nature pour reconnecter tous les éléments de nos installations humaines et faire en sorte qu'il y ait tout un tas d'échanges vertueux, que les déchets de l'un soient les produits de l'autre, etc. C'est une science absolument géniale parce qu'elle vise à mettre en place, quels que soient les environnements, des systèmes économiquement viables, environnementalement durables et socialement équitables. Que peut-on rêver de plus ? Il y a la culture sur butte, ça c'est vieux comme le monde, c'était pratiqué par les Mayas ou d'autres peuples. Et l'idée forte, c'est que le sol ne soit plus travaillé. Et en fait, dans nos buttes, la terre s'enrichit naturellement, les vers, les micro-organismes se développent et on a une productivité assez extraordinaire au mètre carré. Une autre idée que je trouve absolument géniale, c'est la forêt-jardin qui a été inventée par des peuples premiers d'Afrique et d'Asie qui regroupaient autour de leur case les végétaux utiles et ça ressemblait à une forêt. Ça fonctionne pour ainsi dire sans une goutte de pétrole, sans mécanisation, sans intrants et ça va produire pendant peut-être des décennies pour la forêt-jardin. Des aliments sains, de qualité, goûteux, des saveurs assez peu connues puisqu'on importe aussi des fruits venus des 4 coins de la planète. Et donc pour nous, c'est un petit peu ça l'agriculture de demain. C'est produire intensément sur des petites surfaces avec une forte concentration de soins et de travail, et j'allais dire d'amour de la part des paysans. Et en même temps sans dégrader la planète. Le fait de créer un écosystème qui soit très riche au niveau biodiversité, qui soit plein de connexions comme ça a été prouvé que ces écosystèmes-là résistent beaucoup mieux aux crises, aux aléas climatiques. Pour apporter un regard neuf à un milieu, à une activité, je me demande s'il n'est pas nécessaire quand même d'avoir vu autre chose, d'être allé voir ailleurs pour apporter un souffle nouveau ou apporter un regard un petit peu différent avec des choses qui étaient présentes finalement. Mais ouais, et en même temps on rencontre beaucoup d'agriculteurs qui sont dans une permanente recherche sur
comment améliorer leurs pratiques, etc., notamment des jeunes. Et c'est toujours des échanges passionnants. On est peut-être un peu en décalage, on est peut-être un peu pionnier, sans aucune prétention, mais on a l'impression d'explorer des voies qui seront peut-être extrêmement précieuses dans 10 ans. Si un jour il n'y a plus de pétrole, il faudra quand même qu'on arrive à manger. Et pour l'instant, pour une calorie alimentaire, il en faut 10 à 12 d'énergie fossile. Donc peut-être qu'un jour, une alternative comme ici, qu'on aura entre-temps améliorée et crédibilisée, peut être une bouée de sauvetage pour manger tout simplement. Autre écosystème préservé, le marais Vernier, trésor de l'estuaire de la Seine, la plus grande tourbière de France. Nous quittons l'Eure pour la Seine-Maritime et le pays de Caux, entre champs de lin et côtes d'albâtre. L'intérieur du pays de Caux, si cher à Maupassant, se trouve au cœur de la principale zone de production de lin en Europe. La plante a trouvé là son terroir idéal. Ici, on dit que juin fait le lin. Juillet sonne l'heure de l'arrachage. Les tiges et donc les fibres doivent être conservées sur toute leur longueur. Ce sont les Flamands qui ont relancé la culture du lin en Normandie après la Grande Guerre. Leurs descendants, comme Guillaume, cultivent cet héritage avec un mélange d'habitude et de passion. L'opération d'arrachage, ça consiste en mettre les pieds bien alignés, les andins de lin, avec la tête d'un côté et les pieds de l'autre. On dispose ces rangées pour qu'elles aient la face au soleil pour bien sécher le lin. On sépare mécaniquement la fibre de l'écorce et on voit que finalement la fibre est à l'extérieur de l'écorce. Après quelques semaines au soleil, le lin est porté en coopérative pour sa première transformation, le teillage, qui permet d'extraire les fibres textiles. Le lin, c'est une culture de printemps. C'est une plante qui ne nécessite pas beaucoup d'engrais. C'est une plante qui réagit beaucoup à la structure de sol. Qui dit structure de sol favorable, dit poussée régulière, homogène, et tout au long du cycle des 110 jours que va avoir lieu la culture du lin. C'est un cycle assez court, puisque si on la sème fin mars, début avril, on se retrouve fin juin, début juillet pour l'arrachage. On pourrait se dire c'est une plante de feignant, le lin. Eh bien, pas tout à fait quand même, parce qu'il y a quand même une préparation antérieure de structure de sol, de rotation. Le lin revient sur la même parcelle tous les 6 ans. Il y a des fondamentaux à respecter pour avoir une bonne culture de lin. C'est en France qu'on trouve le meilleur lin du monde. Il faut être un petit peu chauvin. La plante textile sert à faire du fil et ce fil sert à faire des vêtements. Et la grosse partie de l'activité, la première transformation est faite au pied des agriculteurs. Ensuite, la deuxième transformation, filature, comme c'est une activité avec beaucoup de main-d'œuvre, c'est trouvé délocalisé dans les pays d'Asie. La graine de lin a une caractéristique spéciale, c'est qu'elle contient beaucoup d'oméga 3. On prend la graine de lin, on la presse, on a de l'huile de lin d'un côté et du tourteau de l'autre côté. Ce tourteau sert à l'alimentation animale pour que l'animal, en ingérant, reproduise dans son lait des oméga 3 qui servent dans des yaourts, dans des beurres. Aujourd'hui, le lin, c'est une culture qui est présente dans quasiment toutes les exploitations du Pays de Caux. C'est identitaire. Il y a des années humides, il y a des années sèches, il y a des années froides. Le millésime de l'année apporte son lot de joie et parfois de grincement de dents. Au bout des champs de lin, c'est la falaise de craie de la côte d'Albâtre, incessamment rongée par l'eau de pluie et emportée par la mer.
À Étretat, elle s'est faite monument, chef-d'œuvre naturel et objet de fascination pour nombre de peintres et d'écrivains. Le Havre. Le grand port de l'estuaire de la Seine est lui aussi devenu monument. Sa ville de béton est désormais patrimoine de l'humanité. Nous quittons la Haute pour la basse Normandie, direction le Calvados et le pays d'Auge, riche de traditions savoureuses. Quelque part du côté de Pont-l'Évêque, ce n'est pas du fromage que l'on fabrique ici, mais du Calvados. Une eau-de-vie de cidre typiquement normande et tellement française. En pays d'Auge, elle doit être distillée 2 fois. Pommes ou poires ne peuvent venir que du terroir. Le Calvados, c'est une eau-de-vie qui n'a jamais été imitée dans le monde. Il y a beaucoup d'eau-de-vie de cidre dans le monde, mais le Calvados est unique. Pour Guillaume et son père Christian, la dégustation est un art qui a ses codes et qui ne s'improvise pas. La question que je me posais, c'est si on laissait dans ce fût-là ou si on cherchait un autre fût pour faire un affinage, quoi. C'est riche, hein, c'est chaud, ça. 84, ça fait 27 ans. Ouais, c'est ça. Ça va aller dans le sens de l'eau de vie, quoi. On va aller toujours vers les fruits secs, le côté oxydé, rancio. L'année prochaine, ça lui fera 27 ans. On n'a pas besoin d'en boire beaucoup. C'est pas si simple. Il y a des jours où les Calvados semblent meilleurs que d'autres. Il faut essayer de faire abstraction un petit peu de l'état du moment. Les jours où tout vous semble bon, il faut se méfier. Il faut se méfier beaucoup. Et les jours où tout vous semble mauvais, c'est la même chose. Il vaut mieux arrêter, faire autre chose et revenir un autre jour. Élever de grands Calvados est avant tout affaire d'intuition et de patience. On a quand même eu la chance que mon grand-père passe pratiquement les 20 premières années à distiller sans vendre. Donc au bout de 20 ans, on avait des stocks qui étaient rares dans la région. En plus, tous les Calvados avaient été gardés séparés, année par année. Donc aujourd'hui, les vieux millésimes qu'on a, beaucoup sont des distillations que mon grand-père avait faites et qu'il avait eu la bonne idée de garder séparés les uns des autres. Je me dis, si un jour, il y a quelqu'un dans ma famille qui fait la même chose pour moi, pour les distillations qu'on fait aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt une belle idée, hein. Quand on plante un poirier, on sait qu'il ne donnera pas de récolte avant 50 ans. Quand on plante un pommier aux tiges, il faut attendre 20 ans. Donc il faut toujours raisonner sur ce que les autres vous ont laissé et ce qu'on pense qu'on doit laisser à ceux qui viennent après. Quand on a construit quelque chose, on souhaite forcément qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui poursuive, plutôt que de céder quelque chose que l'on a construit avec beaucoup de travail, avec beaucoup de cœur. Et certains on préfère ça, plutôt faire une cession, un groupe, une compagnie d'assurance, qui va vite transformer votre produit en quelque chose qui n'est plus vous. C'est souvent une philosophie familiale qu'on rencontre, qui nous ressemble. La plupart de nos partenaires sont aussi des entreprises familiales. Du coup, ça n'a rien de frustrant, au contraire. Nous, on travaille dans cet environnement-là, c'est notre environnement quotidien, et c'est plutôt un environnement satisfaisant. Le littoral du pays d'Auge prend le joli nom de Côte Fleurie. Entre Oulgat et Cabourg, Dives-sur-Mer évoque le souvenir de Guillaume le Conquérant, qui appareilla ici en 1066 pour aller envahir l'Angleterre. À quelques kilomètres de Saint-Pierre-sur-Dives, la fromagerie de Lahousset est l'un des derniers producteurs de Livaro au lait cru, dans le plus grand respect de la tradition. Une tradition que Serge, maître fromager, a su conjuguer avec les techniques d'aujourd'hui. On travaille avec des outils modernes pour faciliter le travail. On n'est plus des tâcherons quand même. Ce
qui est important, c'est vraiment de tenir compte de la matière. C'est la matière première, essentielle, qui fait l'essence de notre travail. Voilà. Comme c'est le cas pour de nombreux fromages français, c'est un petit ferment qui va donner son caractère au Livaro. Cette bactérie qui se développe sur le Livaro pour donner la couleur orangée, elle se sert du bêta-carotène qui est dans l'herbe, déjà à la base, qui passe dans le lait, et ensuite ces bactéries l'utilisent pour donner des pigmentations rouge-orangées. Et donc on a fait le choix avec nos producteurs de lait de faire de la vraie nourriture de base des animaux, c'est l'herbe en été, donc les pâturages, et le foin l'hiver. Ce sont des produits de terroir, et quoi de plus vrai et de plus naturel que l'herbe qui pousse sur le terroir. Mon arrivée dans le fromage s'est fait très bizarrement. J'ai quitté l'école assez tôt, pas brillant élève quand même, hein, voilà, on peut le dire. Et je suis tombé là sur un type extraordinaire qui était mon chef d'équipe et qui m'avait dit en gros dans 2 ans, toi je veux plus te voir ici, tu vas retourner à l'école, tu fais une école de laiterie. De voir ce liquide blanc, de pouvoir le transformer en plein de choses totalement différentes en partant d'une même base, c'était un peu de la cuisine, c'était un truc assez rigolo. Et puis après j'ai bourlingué un petit peu dans différentes fromageries. Et c'est devenu assez passionnel, quoi. Le fait vraiment de faire quelque chose avec ses mains, de faire un produit qui te ressemble, quoi. Voilà, c'est ça. Dans le cas du Livaro, c'est un fromage un peu fort en gueule, mais c'est un tendre à l'intérieur, tu vois, quelque chose d'extrêmement personnel. Et ça, je pense que pour arriver à faire des produits comme ça, c'est la passion qui anime. Enfin, c'est un vrai travail entre une matière vivante et un homme vivant de l'autre côté, donc c'est un vrai bel équilibre, quoi. C'est un métier extrêmement sensuel, hein. On fait appel à tous nos sens, la vue, l'odorat, le toucher, énormément. Tout ça, c'est extrêmement important. Près des mares du pays d'Auge, pousse la lèche, sorte de jonc à longues feuilles coupantes. C'est même pas ça. À la Houssaye, elle est récoltée sur place et séchée en grenier pendant plusieurs mois. Le Livaro est parfois surnommé le colonel, pour la puissance de son goût, mais aussi à cause des 3 ou 5 lanières de lèche qui l'entourent, comme autant de galons. Les gens sont en recherche de produits typés, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop typé. Il faut qu'il y ait des vraies saveurs, quoi. Il faut qu'il y ait plein d'expressions de goût dans un fromage. Et dans une dégustation de fromage, qui mérite autant d'intérêt qu'une dégustation de grand vin, hein, c'est pareil, hein, il y a du temps à passer, c'est plus difficile à appréhender. Et chez nous, on a des fromages qui s'expriment de par leur caractère, mais avec un panel de saveurs et de senteurs quand même très large, quoi. Donc c'est pas monogoût, c'est vraiment une vraie expression de terroir, quoi. Une vraie fierté. Et puis il y a aussi une fierté partagée avec les gens avec lesquels tu travailles. Donc c'est hyper intéressant, quoi. C'est pas que juste un travail, voilà, basique, voilà, on fait son petit temps de travail et puis non, il y a un vrai partage de passion, il y a un vrai partage de fierté. Ouais, ouais. Moi, je suis vraiment citoyen du monde avant tout, mais je suis vachement fier de faire ce que je fais en Normandie. La prochaine étape de notre voyage nous emmène dans l'Orne, entre Pays d'Auge et Collines du Perche, terre de chevaux et de savoir-faire. S'il est une région en France dédiée au cheval depuis des siècles, c'est bien la Basse-Normandie. Le Haras national du Pin est l'une de ses grandes vitrines. Depuis 5 ans, Franck en est le directeur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'élevage, c'était l'animal, plus que de le monter. Né de la volonté de Louis XV au début du XVIIIe siècle, le Haras du Pin a été surnommé le Versailles du cheval, référence à son architecture prestigieuse et à l'excellence de ses méthodes de dressage. Dès l'origine, lieu d'élevage et de reproduction des étalons royaux, le domaine de 1200 hectares s'organise autour de vastes écuries de pierre et de briques, de la cour d'honneur et d'un château de style grand siècle.
Quand je suis arrivé au pain, le poids de l'histoire, je ne l'avais pas pris en compte. Mais très vite, il vous saute comme ça à la tête, c'est évident. Moi, j'étais pour le cheval à l'origine. Pour le cheval et pour les hommes qui étaient dans le cheval, le poids de l'histoire, je ne l'avais pas du tout pris en compte. Le haras intègre tous les métiers de la filière équine, traditionnels comme la maréchalerie et ceux plus modernes liés à la reproduction. Sa vocation est aussi de transmettre ses savoirs grâce au centre de formation qu'il abrite. L'utilisation du cheval dans la société, elle a évolué. Auparavant, c'était un animal de guerre, un animal de transport ou un animal de travail. Aujourd'hui, les clients des centres équestres, les cavaliers, sont dans du sport, mais aussi dans le côté affectif, dans le côté passionnel. Et forcément, nous, on évolue aussi. On ne peut pas rester figé, même si l'établissement va bientôt fêter ses 300 ans. Même si aujourd'hui on fait moins d'élevage dans les haras nationaux, c'est le contact à l'animal avec ce qui entoure l'animal qui m'intéressait. Donc de dire faut tel cursus, non. Le cheval fait rêver. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent en formation pour être proches de l'animal. Il faut se fixer des objectifs, ça c'est évident. Après, je crois qu'il ne faut peut-être pas non plus s'entêter. Moi, d'être champion olympique, j'en ai jamais rêvé, mais d'être avec les chevaux, oui. La limite entre le travail ou les temps de repos, elle est jamais très clairement définie. Puisque même le week-end, on passe aux écuries, même si on ne travaille pas, on est dans cet environnement. On vit au rythme du cheval, ça c'est évident, et en respectant les saisons. On sait qu'au printemps, ça va être les poulinages, les saillies, les concours. L'hiver est une période plus calme. On arrive à se retrouver pour aller aux courses de chevaux bien sûr. Les haras nationaux vont peu à peu perdre leurs prérogatives historiques de reproduction des races. En attendant, ils restent des lieux de découverte uniques du monde de l'équitation. Il y a des choses qui ont été faites avant nous et c'est sûr qu'on doit pouvoir transmettre aussi aux générations futures. Donc d'abattre un chêne qui a 250 ans, on ne le fait pas de plaisir, vraiment pas. Mais un chêne, ça a aussi un début, une phase de maturité et une fin. Et à un moment, il faut le couper pour que les générations futures en profitent, quoi. C'est vrai que le haras du pain, on est un petit peu gardien du temps et ça rejoint un petit peu l'élevage parce que quand on fait de l'élevage, on essaye d'améliorer constamment les lignées. Je m'imagine partir du haras du pain. Oui, forcément. Je pense qu'un jour, quand on donne beaucoup, il y a un moment, faut réussir à prendre ce recul, ce qui n'est pas évident quand on est tout le temps là et habité tout le temps sur place. Il doit y avoir aussi une vie, je pense, après le haras du pain, oui. J'espère. Au nord-est de l'Orne s'ouvre le pays d'Ouche, région agricole au bocage un peu sévère qui compte encore quelques petites industries. Le long de la Rille, près de la petite ville de l'Aigle, une saga s'écrit à la pointe de l'aiguille depuis 150 ans. Construite en 1866 par Benjamin Bohin, l'usine qui a gardé le nom de son créateur est aujourd'hui le seul fabricant d'épingles et d'aiguilles en France et en Europe. Reconnue patrimoine industriel et récemment classée monument historique, l'entreprise n'en demeure pas moins leader sur son marché. Ici, pourtant, rien n'a véritablement changé depuis les premières décennies du XXe siècle. Machines et procédés restent les mêmes, irremplaçables, malgré les progrès de la technologie. Bohin continue de fabriquer des produits rares, comme l'épingle à tête de verre. Près de 12 étapes différentes sont nécessaires à sa réalisation.
tradition d'exigence qui a permis à l'entreprise de conquérir le marché américain. Au sud du département se déploient les premières collines du Perche. Autour du charmant village de Longny, la campagne foisonne de petits manoirs. Philippe, tailleur de pierre, défend avec conviction une vision patrimoniale de l'architecture moderne. Quelque chose n'est pas beau en soi. Quelque chose est beau parce qu'il est en accord avec le contexte, soit paysage, soit un monument, qui va accueillir ce qu'on rajoute. La pierre étant un matériau naturel, va toujours vieillir d'une façon esthétique, contrairement à un enduit tout neuf ou des plaquages ou de la pierre polie. Quand on construit en pierre massive, traditionnellement, évidemment, ramené au nombre d'années, c'est bien moins cher que toute autre architecture. Dans l'atelier qu'il s'est bâti, Philippe a pris parti dans la querelle des anciens et des modernes. Il taillera à l'ancienne, restaurant les sculptures et redonnant vie aux vieilles demeures. Sans oublier de rester créatif, une vocation qui ne s'émousse pas. C'est un métier qu'on ne finit pas de découvrir soi-même, puisqu'on aborde une infinité de pierres différentes, on aborde une infinité de styles, puisque chaque époque a son style. D'abord formé chez les Compagnons, Philippe a complété son apprentissage à l'école des monuments historiques. Il y a appris et pratiqué la taille et la sculpture suivant une tradition ancestrale. Le métier de tailleur de pierre m'a tout de suite séduit parce qu'on avait justement un côté très physique de travail dans la matière, de soulever des poids assez importants quand on pose les éléments. Et en même temps, il y a évidemment un côté artistique très, très présent. Et en plus, l'intellect est pas mal sollicité parce qu'on a des tracés assez compliqués. Quand vous avez une croisée d'ogives à faire, un escalier à vis. Donc c'est un métier par rapport à ça qui est très complet. Le travail à la main, c'est tout le plaisir du métier. C'est là où on sent mieux la pierre, c'est là où on n'a pas le vacarme des machines, c'est moins stressant évidemment. Sur chaque pierre taillée, une bonne part est encore faite à la main avec les mêmes outils qu'au Moyen-Âge. Rien n'a changé. Outre la réflexion qui l'y mène sur l'architecture traditionnelle, Philippe a fait de son atelier un centre de formation. L'enseignement de la taille de pierre, évidemment, permet de travailler sur une autre matière qui est évidemment le côté humain. Et c'est à chaque fois un grand plaisir de voir les jeunes évoluer, de les voir progresser. La qualité du geste, la qualité de présence, d'attention, de concentration qu'aura pu mettre dans son travail tel ou tel jeune en formation se lie immédiatement sur le travail qu'il a effectué. La pierre vous dit tout de suite si ça va ou si ça va pas. On ne peut pas tricher. Retour dans le Calvados, à l'extrême sud-est du département cette fois, où le bocage virois réserve quelques sensations fortes. Au creux d'une petite vallée perdue, les 5 piles d'un ancien viaduc construit par Eiffel en 1887. Un lieu pittoresque devenu l'un des principaux spots de saut à l'élastique en France. Christian est aux manettes. L'origine du saut élastique, ça a commencé peut-être il y a 500 ans. C'est vrai que la légende, c'est aux Nouvelles-Hébrides. On connaît peut-être tous les gens qui sautaient de tours en bambou de 10, 20, 30 ou 35 mètres pour passer dans la vie adulte. Alors, la légende dit qu'une femme aurait trompé son mari, monté dans un arbre, elle s'est accrochée à une liane, elle a sauté et lui, petit idiot là, il s'est pas accroché, quoi. Donc depuis,
Pour que les jeunes passent dans la vie adulte et ne fassent pas 2 fois la même bêtise, on les fait sauter sur des tours de 10, 20, 30, 35 mètres, je crois, maximum. Donc quelque chose d'assez extrême, mais on peut le dire, puisque je ne le ferai pas. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis venu, j'ai fait mon premier saut, c'était en 91. J'ai découvert ce site et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis on se rappelle toujours son premier saut, on se rappelle toujours la sensation qu'on a eue quand on a sauté une première fois. Et j'ai essayé de transmettre cette passion, cette sensation à tous les gens qui viennent. Et depuis 91, enfin 90, on a fait sauter plus de 200 000 personnes maintenant. Donc 200 000 personnes qui ont eu peur. Charlie, vas-y, je te jure ça va le faire. 5 secondes, c'est pas long, mais c'est vraiment déconcentrer l'émotion. Beaucoup de gens sont malades la veille, n'ont pas envie de venir, des petits prétextes, bien sûr, c'est normal. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais me jeter dans le vide de 60 mètres? Quel est l'intérêt? À quoi ça sert? Ah, les pauvres deux, quoi. Une fois qu'on a essayé, qu'on a vu que dès qu'on part de la planche, c'est que du bonheur, c'est que de la sensation, là, vraiment, on comprend pourquoi ces 5 secondes sont vraiment très, très fortes et très intenses. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas uniquement la hauteur qui donne de la sensation, c'est surtout le type de position qu'on va prendre lorsqu'on va sauter. Donc soit on va partir en courant, les yeux bandés, en vélo, en mobilette, en bateau, etc. Et à chaque fois, la sensation est différente. Et ça va aller de 1 à 10 au niveau de la sensation. Donc, la hauteur, c'est une petite partie de la sensation. C'est pas normal de ne pas avoir peur. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très anormal. On est surpris de voir le courage de certaines personnes. Des fois, le grand costaud qui arrive et qui parle fort, il saute pas. Il s'écroule devant parce qu'il arrive devant et il saute pas, il a peur, ça se contrôle pas. Alors qu'une personne qui va se dire je vais pas y arriver et va réussir à le faire, comme dans la vie, quand on se fixe un objectif et qu'on y arrive, on est super content. En remontant le cours de la Vire, il est un panorama à ne pas manquer, celui des roches de Ham, en surplomb d'un joli méandre. Un peu plus au nord, au-delà de la forêt qui porte son nom, l'ancienne abbaye de Cerisy est l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman de Normandie. Elle fut fondée en 1032 par Robert le Magnifique, père de Guillaume le Conquérant. Au cœur du Bessin, sa capitale, Bayeux, est l'une des rares villes du Calvados à n'avoir pas souffert des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La vieille ville et l'imposante cathédrale Notre-Dame sont restées miraculeusement intactes. Les côtes du Bessin, elles, portent encore les traces de la guerre de 39-45 et du débarquement des Alliés. À Arromanches, les caissons chavirés de l'ancien port artificiel rappellent l'ampleur de cette opération militaire amphibie sans précédent dans l'histoire. Plus à l'ouest, le cimetière américain de Colville-sur-Mer surplombe Omaha Beach. Il rappelle à ses visiteurs que de nombreux soldats sont tombés sur cette côte. Un peu moins de 10 000 reposent ici. Direction à présent le département de la Manche et la presqu'île du Cotentin, où sur la côte, Barfleur vit encore à l'heure de la pêche.
Célèbre pour ses naufrages, la pointe de Barfleur l'est aussi grâce à Gatteville, le plus haut phare terrestre d'Europe. Barfleur n'est pas seulement l'un des plus beaux villages de France. Loin des élevages sur bouchot et de leurs pieux bien alignés, son port est l'un des derniers où l'on pêche encore la moule sauvage. Entre juin et novembre, Stéphane et les autres pêcheurs se rendent chaque jour sur les gisements de moules en eau profonde, les plus importants de tout le littoral français. On est 5 bateaux à Barfleur, donc 5 mouliers à Barfleur, à partir le matin. Donc on se connaît tous, on travaille à peu près tous, on travaille tous pareil et on communique ensemble assez facilement. On part le matin et on rentre à peu près tous en même temps au port. Autrefois récoltée à pied lors des grandes marées découvrantes, la moule de Barfleur est pêchée au large, à la drague, depuis les années 70. Sous certaines conditions, bien sûr. Alors une moule de qualité, déjà il nous faut du beau temps et de l'eau douce. C'est clair que si le temps est propice avec une eau qui se réchauffe, parce qu'il faut une eau quand même à une température qui se réchauffe avec de l'eau douce, et là la moule va s'engraisser et on aura une bonne qualité. C'est vrai que si l'hiver est très froid et l'été pas terrible, la moule se remplit pas comme il faut, quoi. Où on juge la date d'ouverture avec un prélèvement de moule qui nous donne son rendement de chair pour avoir une belle moule sur les étals. Et c'est clair qu'on a des quotas, on a des gendarmes maritimes, on a des gardes jurés qui nous surveillent, qui voient notre débarque, et justement pour éviter la surexploitation de la moulière. La moule se pêche toujours avec une drague, comme il pêchait dans le temps. Et comme c'est naturel, on n'a rien changé au système, ça vient tout seul. Voilà, je ne sais pas quoi dire, C'est une passion et un sacerdoce que Stéphane partage avec son épouse. Ma femme travaille avec moi, Cécile, et j'aurais jamais pu faire sans. On ne peut pas être à la mer et en même temps faire la démarche avec les clients, faire l'expédition. Je ne peux pas être partout, donc oui, c'est mon deuxième bras, quoi, on va dire ça. C'est mon deuxième bras pour travailler. Sinon, c'est clair qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on fait là. Mon fils Antoine travaille avec moi, bien avec moi. Pour l'instant, ça reste encore du plaisir. Normalement, cette année, rentre à l'école d'apprentissage maritime. Oui, c'est un plaisir. On est en symbiose l'un et l'autre à travailler. Et j'aime bien travailler avec mon fils et de lui inculquer ce que moi je sais. Pourquoi il n'y aura pas d'avenir? Les anciens disaient aussi il n'y aura pas d'avenir dans la pêche, on est toujours là, on en vit toujours, et donc pourquoi pas perdurer. C'est vrai que le métier devient de plus en plus difficile, mais la passion fait déjà qu'on s'accroche beaucoup, mais pour moi il y a encore à faire. Toujours plus à l'ouest, Cherbourg doit à Louis XVI de l'avoir doté de la plus vaste rade artificielle au monde. La longue digue égrenée de bastions abrite plusieurs ports, témoins du riche passé maritime de la ville. La campagne du Cotentin reste l'une des plus variées et attachantes de Normandie. Sur la presqu'île de la Hague, au nord-est, une vallée verdoyante ondule en pente douce vers la mer et le petit village de Vauville. Son château s'entoure d'un jardin à la nature surprenante. Un petit morceau d'hémisphère austral posé sur la côte du Cotentin, pourtant battu et rebattu par les éléments. Entamée il y a 60 ans par le père de Guillaume, cette collection de près de 1000 espèces de plantes persistantes est le fruit d'une passion familiale.
Une passion qui entraîne Guillaume chaque année autour du monde à la recherche de nouvelles espèces à acclimater sous le soleil de La Hague. Comme chaque jour, le propriétaire fait son tour en vélo et casque des colonies. Ambiance subtropicale oblige. Bon, alors vous en êtes où là, les gars? Bon, bah, je termine de ramasser le tout à l'heure, on met ça là, et puis ça va être bon. Bon, après, on remonte sur le jardin d'eau. Ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est de couper les feuilles du figuier, là, tu vois, qui sont mélangées au formium, mais ça va pas. Hein, tu me fais un peu d'éclaircie là-dedans, ce sera parfait. OK. Le jardin va donner des impressions différentes. Il n'est pas très grand, il se développe sur 4 hectares. Donc 4 hectares, finalement, c'est pas énorme, mais avec cette différence de séquence visuelle, eh bien, on va avoir l'impression de passer d'un pays à un autre, de voyager dans le jardin, ce qui est en fait le but. Tous ces arbres ont compris qu'il ne fallait absolument pas monter en hauteur. Normalement, chez lui, il ferait déjà 30 ou 40 mètres de haut. Là, pas du tout. À 7-8 mètres, ils s'arrêtent parce qu'ils savent très bien que si jamais ils montent trop, ils vont se heurter au vent, ils vont se heurter au sel et à tous ces éléments qui risquent soit de leur être fatal ou bien soit de casser les branches. J'ai pris le pari justement de planter toutes ces plantes pratiquement en même temps, de manière à ce qu'elles grandissent en même temps et qu'elles s'autoprotègent. Et d'instinct, ou je ne sais pas d'ailleurs comment, mais elles ont compris qu'il ne fallait pas monter dans la hauteur et qu'il fallait plutôt rester au ras du sol. Bien que jouissant d'une pluviosité abondante, le jardin a constamment besoin d'eau. Il faut donc être ingénieux. Dans ce jardin, tout marche naturellement, avec le seul système qui tombe jamais en panne, c'est-à-dire le système gravitaire. Et je vais utiliser la pente naturelle du terrain pour jouer avec la même quantité d'eau sur 7 niveaux différents. Guillaume ne cultive pas seul son jardin. Son épouse Cléophée y apporte également sa touche personnelle, en toute modestie. C'est un... Non, c'est ma femme qui va répondre. Vraiment, non, mais Cléophée, moi j'ai beaucoup parlé, ah donc c'est toi qui vas répondre. C'est un jardin qui demande beaucoup d'entretien. Le plus compliqué est que ça ne faut pas que ça se voit. Donc c'est ça qui est compliqué, si vous voulez, c'est d'avoir un jardin qui soit propre, ratissé, mais qu'il ait l'air le plus naturel possible. Vous ne pouvez pas élever une plante si vous ne tombez pas amoureux de la plante, c'est toujours pareil, vous n'en occupez pas du tout de la même façon. Il faut déjà qu'elle soit à feuillage persistant, il faut qu'elle vienne de l'hémisphère austral, et puis il faut qu'elle vienne aussi de pays qui correspondent thermiquement à une courbe de température dans laquelle elle peut tenir, s'inscrire, se développer, prospérer, et nous apporter tous les espoirs qu'on met en elle finalement. Je pense que on ne se rend pas bien compte en visitant le jardin, mais tout est assez étudié. C'est-à-dire qu'on peut, généralement, les différents jardins qui composent ce grand jardin, en fait, on peut les aborder de droite, de gauche, de centre. Souvent, on a plusieurs possibilités de le voir. Et à chaque fois, l'angle d'approche est différent. C'est vrai, c'est du spectacle quelque part aussi, mais c'est un spectacle végétal. Oui. Ce jardin peut être considéré comme une mise en scène du végétal, puis une recherche philosophique quelque part. C'est un endroit pour être bien, c'est un endroit pour être détendu et reposé. Et bonheur, passion. Je crois que c'est un petit peu les deux mots qu'il faut, je pense, associer pour pouvoir continuer à être dans le jardin et à suivre les végétaux qui poussent. Oh, elle me frappe. Alors là, vous garderez ça. Ouais. Au cœur du département, les marais du Cotentin offrent de magnifiques paysages de prairies humides régulièrement inondées pendant l'hiver. Sillonnés de canaux et quadrillés de fossés, ces herbages font le régal des élevages de chevaux et de bovins, tout en abritant une importante biodiversité.
À l'extrême sud de la Manche, la Sélune est quant à elle l'une des principales rivières à saumon de France. Avis aux amateurs. À Saint-James, le cimetière américain rassemble les tombes de plusieurs milliers de soldats tombés au cours des campagnes de Normandie et de Bretagne en 1944. C'est justement aux portes de la Bretagne, au pied de l'une des abbayes les plus photographiées au monde, le Mont Saint-Michel, que s'achève cette promenade à travers la Normandie.